Bonjour à tous. Ce jeudi, c'est la fête du travail. Les travailleurs au Bénin bénéficient d'une journée de pause, mais aussi de réflexion certainement. Mais au fond, au-delà du repos, comment va le travailleur béninois? Le contexte et les lois, la politique nationale au sujet de l'emploi, la situation des jeunes et les projections. Voilà autant d'aspects que nous allons aborder, évoquer pendant cette émission pour faire le débat. Bonne fête du travail à chacun et à tous et bienvenue sur ce numéro de votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Je suis avec Anissé Carlos Oké. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. On va donc s'intéresser à cette journée-là qui célèbre le travail et les travailleurs. Déjà, on va faire un petit point de ce à quoi ressemble le travailleur, la situation des travailleurs au Bénin. Et pour commencer, mettons dire que tout le monde doit fêter cette journée-là, étant donné que c'est la journée du travail? Ou faut-il faire une sélection? Je pense que, en principe, il faut faire une sélection. Parce que vous verrez bien que, quand vous regardez autour de vous, il y a des gens qui travaillent normalement, comme si ce n'était pas un jour férié. Donc, il y a eu certaines catégories de personnes qui sont concernées, en réalité, par la vacance d'aujourd'hui et la célébration, s'il y a célébration. Je pense que c'est le symbolisme même de la fête qui catégorise les personnes qui sont concernées. Bon, à l'origine, tous les travailleurs étaient concernés. Aux États-Unis, quand ça a commencé en 1886, où les employeurs du moins exigeaient plus de 10 heures de travail et qu'il y a eu le soulèvement. Et qu'en 1889, il y a eu ce grand mouvement par lequel les travailleurs se sont soulevés pour obtenir la réduction du temps de travail à 8 heures et qu'à partir de ce moment, on a considéré que chaque 1er mai, il y a quelque chose à célébrer. Le paradoxe, c'est que les États-Unis, d'où le mouvement est parti, ne considèrent même plus le 1er mai comme un événement à célébrer parce qu'au fil du temps, c'est devenu une célébration plus politique que véritablement corporatiste ou travailliste. Donc, quand on se projette sur le Bénin, ce sont les personnes qui sont dans la fonction publique, qui ont un emploi stable, qui ont la retraite assurée, qui ont des conditions de travail bien encadrées, qui sont concernées en réalité par cette journée qui, en réalité, n'est pas une journée de célébration, mais qui devrait être une journée de réflexion pour appréhender tous les contours des questions liées au travail et prendre de nouveaux débats. Mais en principe, le profil du travailleur va au-delà justement du salarié, de l'employé de l'administration publique, qui va au boulot le matin à une pause autour de midi, qui retourne à 14h ou à 15h et rentre chez lui à 18h ou à 19h. Parce que le travail, c'est aussi ces anonymes, mettons au bord de la voie, une cabine de téléphonie mobile par ici, de transfert d'argent par là, conducteur des c'est aussi des travailleurs. C'est surtout ceux-là qui sont des travailleurs. Parce que ceux-là, il n'y a pas de moyen de quantifier l'effort qu'ils fournissent. Parce qu'il y en a qui travaillent 12 heures, 15 heures dans la journée pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et à leurs problèmes existentiels. Oui. Mais ceux-là ne sont pas considérés comme des travailleurs au sens où nous l'entendons au Bénin, parce que justement, vous verrez que quand à la bourse du travail, on convoque les travailleurs, ce ne sont pas ceux-là, parce que ceux-là sont préoccupés par la rentabilisation de la journée d'aujourd'hui et sont au travail, sont au labeur depuis 6 heures, depuis 7 heures, et ne comprennent même pas qu'il y ait une certaine célébration parce que pour eux, c'est une journée de travail tout à fait ordinaire. Or, ceux qui sont dans le giron de l'État profitent toujours de cette célébration pour déposer un cahier de doléances pour que les conditions s'améliorent davantage. Les autres n'ont pas cette opportunité. Et je pense que la conception que nous avons eue jusqu'à présent de ce qu'est le travailleur, de ce qu'est le travailleur qui fête le 1er mai, devrait évoluer pour inclure davantage les personnes qui sont dans l'informel et qui, ma foi, fournissent autant, sinon beaucoup plus d'efforts. C'est une célébration qui devient routinière. Bon, chacun se repose chez soi et quand les syndicats ils ont 2 ou 3 minutes, ils vont déposer des cahiers
de doléances. Je crois même que cette formalité a disparu depuis un bon bout de temps maintenant. Du coup, on a l'impression que la célébration de la journée du travail s'arrête essentiellement à cette vacance-là qu'on observe au cours de la journée, et ça va. Ben oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre parce que vous verrez que les organisations syndicales ne travaillent plus comme auparavant à déposer un cahier de doléances parce que justement, on va dire, la réponse que le gouvernement apporte en face n'est plus compatible, tout à fait compatible avec les attentes et même les mouvements qu'il y avait hier pour revendiquer. Parce que le gouvernement considère que lorsque les moyens sont disponibles, on n'a pas besoin que les travailleurs fassent des mouvements de revendication jusqu'au débrayage avant de donner ce qu'il y a à donner. Et par conséquent, il y a un cadre de concertation qui, vaille que vaille, produit des résultats et parfois des frictions, mais on va dire l'organisation, la fonction syndicale telle que nous l'avions connue par le passé n'est plus celle que nous avons aujourd'hui. Et la journée du 1er mai se limite essentiellement à cette vacance. C'est une sorte de dévalorisation de la journée. Et même de dénaturation de la journée. Parce que c'est une journée, comme je l'ai dit, qui devait permettre de faire de la réflexion, de faire l'état des lieux de l'emploi. Est-ce que nous évoluons? Est-ce que nous reculons? Et ne plus se limiter seulement à la revendication de ceux qui servent l'État. Et même si on devait se limiter à cela, se demander si le travailleur béninois, entendu au sens du fonctionnaire, est productif davantage ou bien n'a pas encore totalement acquis les réflexes qui font une bonne administration du développement. De ce point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore parce que notre administration n'est véritablement pas tournée encore pour l'instant vers un véritable développement. Devrait-on avoir une façon singulière pour, mettons, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, de célébrer cette journée-là? Je pensais à la bonne dame qui vend de la bouillie au bord de la voie, qui vend ses bananes plantées au bord de la voie, celle qui va au marché, étaler ses marchandises, etc. Ces personnes devraient-elles avoir une façon singulière de célébrer cette journée ou elles devraient continuer justement à passer dans l'indifférence cette journée du 1er mai? C'est une question de volonté de la part des travailleurs eux-mêmes. Parce qu'aux États-Unis, je vous ai dit, eux ne fêtent plus le 1er mai parce qu'ailleurs, le 1er mai est resté dans les annales parce que c'est plus un jour de revendication politique. Aux États-Unis, ils ont trouvé une journée plus symbolique en septembre, qui est le Labor Day, qui est plus symbolique en ce que l'événement pour lequel il y a une commémoration a un sens plus commun. Plus commun. Ici, il y a des syndicats qui sont face à l'État, qui font des revendications, sans que cela touche les autres couches des travailleurs. Je pense qu'il appartient à ceux qui sont dans l'informel, s'ils le souhaitent, de s'organiser pour revendiquer. Mais fondamentalement, je reste convaincu, moi, que la question des droits est une question, on va dire, qui fait suite à la carence de l'accomplissement des devoirs. Oui. Pour moi, lorsque tout le monde, en toute conscience, accomplit son devoir, personne n'est privé de ses droits. Si tout le monde accomplit ses devoirs, parfois on a l'impression justement que le travailleur fait le sien et que c'est justement l'employeur ou l'État qui, pour faire les siens, traîne les pas, hésite, réfléchit et projette. De toute façon, lorsque chacun, dans sa position et dans sa posture, accomplit tous ses devoirs, personne n'a besoin de revendiquer des droits. Personne. Mais maintenant, quand vous dites que le travailleur, lui, il accomplit ses devoirs, est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Oui, et puisqu'il va au boulot, il fait le service pour lequel il est recruté. Justement, oui. Tanguy, moi, quand j'observe la situation des travailleurs de notre pays, je l'entends comme la situation des fonctionnaires, je pense que c'est la présence au poste que nous payons. L'État paye plutôt la présence au poste, pas le produit qui est... Pas le service rendu. Pas le service rendu, pas le résultat. Donc, que le travailleur soit présent, lui garantit déjà le salaire,
Mais personne ne se donne la peine de savoir est-ce qu'il a produit quelque chose dans la journée, qu'est-ce qu'il a fait, comment on peut quantifier ça. Personne ne se donne la peine de voir ça. Ça fait que, de mon point de vue personnel, il y a encore un chemin à parcourir pour que nous en arrivions à identifier ce que fait un travailleur dans la journée et à payer le travailleur en fonction de ce qu'il produit et non pas en fonction de sa seule présence. Oui, mais on a des employeurs qui nous servent cette assertion que généralement les travailleurs ne travaillent pas, c'est pourquoi on fait semblant de les payer, mais c'est bien le contraire. Il me semble que ce sont les employeurs qui évitent de payer normalement les travailleurs et quand les travailleurs s'en rendent compte, eh bien, ils font aussi semblant de travailler. Quand on voit la grille salariale, quand on voit un peu le revenu d'un fonctionnaire aujourd'hui au Bénin, quand on voit dans le privé comment les travailleurs sont traités, etc., en termes donc de salaire, d'indemnité et tout, tout ce qui va avec, on n'a pas bien l'impression qu'ils sont payés suffisamment. Et donc, ça entraîne cette démotivation à la longue, ça entraîne cette manque d'envie, enfin, ce manque d'envie dans la volonté de travailler. Moi, je pense plutôt qu'il n'y a pas de dol en ce que, lorsque vous entrez dans la fonction publique, vous êtes conscient de ce que vous allez gagner. Vous n'entrez pas avec un salaire et puis après on vous paye la moitié ou le tiers de ce que vous êtes censé avoir. Donc avant de signer votre contrat, vous savez combien l'État vous paye et ça vous convient. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on accepte les conditions au départ et puis après, on fait des revendications. Oui, parfois, on découvre que le travail, il a un bonus. Au lieu de recruter, l'État ne recrute pas. Et puis, pour un travail de 4 ou 5 personnes, c'est 2 personnes qui sont affectées à ça. Du coup, ils sont débordés. Ça, c'est ce qu'on peut penser, du moins en ce qui concerne une certaine catégorie du personnel de l'État. Par exemple, un instituteur, il a beau jongler, il y a quand même une masse de travail qu'il doit accomplir. Absolument. Mais ce n'est pas le cas forcément de personnes qui sont dans un bureau et qui, à 5, sont incapables dans la journée d'accomplir un travail qui est prévu pour 2 personnes. Mais puisqu'il n'y a personne pour vérifier, il n'y a personne pour évaluer, il n'y a personne pour les noter, bon, on jette la veste et toute la journée c'est WhatsApp ou bien bon, on va manger à la cantine ou bien on va... Ailleurs, les conditions de travail sont drastiques. Lorsque vous regardez les organisations internationales qui sont installées au Bénin, vous voyez la grande disparité dans le traitement salarial, c'est vrai, mais aussi dans la rigueur qu'on impose aux travailleurs. Vous ne pouvez pas... Bon, l'USAID aujourd'hui est un peu mise en parenthèse, UNICEF, le système des Nations Unies, vous ne pouvez pas vous lever, aller visiter quelqu'un quand ça vous chante. Le travailleur ne peut pas prendre son téléphone et puis annoter quand ça lui chante. Il y a une rigueur telle que le travail que vous fournissez est pratiquement mis au compteur. Et vous ne pouvez pas ne pas travailler. Vous ne pouvez pas ne pas produire le résultat qui est attendu. Les objectifs qui sont fixés dans la journée doivent être atteints. Ce n'est pas comme ça lorsque vous franchissez ce portail-là et que vous vous retrouvez dans la fonction publique béninoise. C'est 2 mondes différents parce totalement différents. Il y a le traitement salarial, vous l'aviez souligné, mais il y a aussi le cadre dans lequel on met le travailleur pour travailler. Quand vous allez dans ces institutions, la climatisation, ça marche très bien. Vous avez le café, vous avez tout ce qui va avec, vous avez du matériel pour travailler, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'administration publique. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi dire que c'est de la production du travail, c'est du produit du travail du personnel de l'État que vit l'État. Et c'est sur ce produit que nous tous, nous avons, on va dire, une sorte de répartition. Mais s'il n'y a pas une véritable productivité et qu'il y a beaucoup de tricherie dans le genre, on laisse les dossiers qu'on a à traiter dans la journée parce que ce n'est pas gratifiant de travailler dans la journée. Et c'est à partir de 18h30 qu'on s'assied pour commencer par travailler parce que les heures supplémentaires, alors là, ça permet d'arrondir les fins du mois. Quand il y a ce genre de tricherie, vous imaginez bien que l'État est perdant. Vous vous rappelez ici que sous Boni Yayi, et c'est le président Boni Yayi lui-même qui l'a dit à la télévision, les partenaires au développement avaient mis un certain financement de projets à la disposition du Bénin et nous n'avons pas été capables de consommer. Ce n'est pas seulement ce Boni Yayi, l'administration publique qui a des problèmes. Je veux dire que c'est Boni Yayi qui a fait ressortir cela un jour. Donc, lorsque nous avons une administration qui est à 30% de ses performances, il y a un problème.
Mais cette administration ne travaille pas à améliorer cette performance. Cette administration ne met pas les conditions pour que le travailleur béninois soit plus performant. Au contraire, nous ne sommes que dans les revendications de droits, les revendications salariales et tout y quanti. Moi, je considère que nous devons trouver le moyen d'évaluer davantage le travailleur béninois. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays dans lequel il y a tout à construire. Et que ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui soient payées, qui ne fassent pas le travail pour lequel ils sont payés. Parce que ces personnes-là jouissent davantage que le commun des Béninois n'ont pas. Ces personnes-là ont une garantie, une sécurité que le reste des Béninois n'a pas. Ces personnes-là ont un confort. Vous avez beau parler de climatisation qui ne fonctionne pas, davantage, quand vous rentrez dans les bureaux aujourd'hui, avec tous les centres que l'on est en train de construire, il y a un cadre de travail qui s'améliore de plus en plus. Donc, il y a forcément lieu d'obliger ces personnes qui travaillent dans ce confort, qui ont cette garantie et cette sécurité, de produire davantage pour que nous puissions avancer. Est-ce que, si on évalue l'administration aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que l'administration est à 80% de sa capacité de performance? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il n'y a rien à célébrer le 1er mai, à part que peut-être on doit réfléchir à fournir davantage d'efforts pour que le pays avance, parce que quand ça avance, c'est pour tout le monde. Alors, mettons, comment va le travailleur béninois, à votre avis? Le travailleur béninois a certainement un mauvais moral. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons traîné tellement de tard qui font que les gens sont payés, comme je vous l'ai dit, à ne pas faire grand-chose. Et quand on est payé à ne pas faire grand-chose, on ne fournit pas les résultats qui sont attendus pour implémenter les conditions de vie de tout le pays. Et donc, par conséquent, les salaires ne peuvent pas grandir. Les salaires restent dans une certaine fourchette et cette fourchette reste toujours inférieure à, on va dire, à la norme, au standard minimal requis. Aujourd'hui, le travailleur béninois commun est plus proche du SMIC qu'éloigné du SMIC. Le salaire du travailleur moyen est plus proche du SMIC qu'éloigné du SMIC. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un gros malaise parce que le SMIC, quand vous avez loué une maison et scolarisé vos enfants, il ne vous reste plus rien du tout. Et je pense que c'est un peu un miracle que les travailleurs béninois accomplissent en tenant de bout en bout au cours d'un mois, parce que nous savons tous que au-delà de ce que vous pouvez avoir vous-même comme besoin personnel, il y a des parents, il y a des décès, il y a des événements qui vous obligent à faire des dépenses parallèles pour dire qu'à la fin, le travailleur béninois ne vit pas, il vivote. Oui, mais vous semblez jeter un peu la pierre au travailleur, celui qui ne rend pas suffisamment au travail, il ne fait pas la quantité de travail qu'on attend de lui. Si quelqu'un ne travaille pas, est-ce que ce n'est pas la faute à son employeur d'abord? Je suis tout à fait d'avis que c'est la faute de l'employeur, mais pas seulement de l'employeur, c'est la faute de la politique de l'emploi depuis 60 ans. C'est quoi la politique de l'emploi depuis 60 ans? Qu'est-ce qu'elle a de mal? La politique de l'emploi devrait viser à former des hommes qui soient aptes à un emploi. Et quand je dis formation, je ne parle pas que de diplôme. Parce que la compétence, c'est la somme du savoir-être et du savoir-faire. Donc, un bon travailleur de l'État doit non seulement avoir des connaissances théoriques, mais également des connaissances pratiques. C'est-à-dire que ce n'est pas après 10 ans dans un service que vous découvrez en réalité comment ça fonctionne. Vous devriez avoir cette qualité-là dès le départ. Lorsque le travailleur béninois a le savoir et le savoir-faire, il faut ensuite qu'il ait le savoir-être. Et je pense que c'est de ce point de vue-là que toutes les politiques publiques ont péché jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas encore réussi à former le type de béninois qui a du respect pour le bien public. Le type de béninois qui a du respect
pour l'intérêt commun. C'est quand même bizarre. Enfin, nos parents, nos grands-parents nous ont souvent soufflé qu'ils avaient un peu plus d'égard, je dois dire, ce qui appartient à l'État, ce qui appartient au public, le bien commun, que les générations actuelles. Donc au moins au départ, on a quand même un profil de gens qui étaient tout au moins respectueux du bien public. Et je suis bien content. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je suis bien content que vous ayez donné comme référence nos grands-parents. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu de la colonisation et que le colon n'a pas formé des citoyens à développer le Bénin. Le colon a formé des citoyens à le servir, mais pas à aller au-delà de la simple exécution. Donc, ce sont des agents d'exécution qui ont été formés depuis les indépendances. Nous n'avons jamais véritablement conçu des politiques publiques qui soient de notre cru et qui tiennent compte de nos réalités. Lorsque nous avons des potentialités dans notre culture, dans nos traditions, dans nos valeurs ancestrales, que nous leur tournons complètement le dos, alors qu'il ne s'agit pas d'aller développer la France, il s'agit de développer le Bénin. Et que nous oublions complètement les paramètres endogènes dans nos politiques publiques, le résultat, c'est que nous avons des personnes qui sont des Akowe. Et c'est ça qu'à un moment, on a combattu dans ce pays, les Akowe, c'est-à-dire des personnes qui veulent impérativement et absolument travailler dans un bureau, même s'ils n'ont rien à y faire, même si tout ce qu'ils ont appris ne correspond pas du tout à ce qu'ils s'en vont faire dans un bureau, ils veulent quand même être dans un bureau climatisé et c'était le rêve de tout le monde. À ce jour, lorsque vous lancez un concours pour la fonction publique, le nombre de postulants, ça dépasse l'entendement. Ça veut dire que la mentalité est toujours tournée vers la fonction publique. Oui, parce que la fonction publique offre, je dois dire, une certaine garantie. C'est 30 ans d'abord. Oui. Il fallait justement, pour éviter qu'on ait à assister à ces genres de scènes, il fallait d'abord travailler à un contexte où le privé garantisse aussi cette sécurité-là, je dois dire, à l'employé. C'est un tout. Là, oui. Je suis d'accord avec vous. C'est un tout. Mais lorsque vous formez le type de citoyen qui convient à la ligne que vous êtes forgé, ça règle tous les problèmes. Ça règle tous les problèmes. Parce que c'est le bon citoyen qui dirige. Et le bon citoyen qui dirige ne conçoit que des politiques publiques qui font avancer le pays. Le bon citoyen qui dirige ne pense pas d'abord à lui-même. Le bon citoyen qui dirige ne pense pas à sa famille. Le bon citoyen qui dirige ne pense pas d'abord à son village. Le bon citoyen qui dirige ne pense pas d'abord à sa poche et à tout ce qu'il peut prendre dans le poste où on l'a affecté. Donc, quand vous avez le bon type de citoyen, c'est un tout. Et vous verrez que dans les politiques publiques, dans notre pays depuis longtemps, on ne fait plus attention à l'intérêt commun. On ne fait plus attention à l'intérêt commun. Et le citoyen n'a pas véritablement le profil de l'emploi. Et nous n'avons jamais réussi à désorienter le citoyen de l'emploi public. Quand vous regardez un pays développé, combien de fois vous enregistrez en 10 ans la grève des fonctionnaires? Regardez autour de vous. Ben, la France, on a même un cas récent, les gilets jaunes, voyez-vous, c'est quand même... Je parle des fonctionnaires de l'État. D'accord. Vous ne verrez pas les fonctionnaires de l'État se mettre en grève en France. Parce qu'ils ont tout à disposition, peut-être. Jamais. Ils n'ont pas tout à disposition. C'est parce que la majorité des citoyens tournent le doigt à la fonction publique. Quand on veut être à l'aise dans sa vie, on ne va pas dans la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, la seule façon d'être heureux, c'est de voler. Ah oui. Mais il n'y a pas une autre façon d'être heureux dans la fonction publique. Vous devez voler l'argent de l'État. Vous devez vous faire attribuer des faits de mission de façon indue. Vous devez vous faire attribuer des missions même de façon indue. Et la façon dont ça fonctionnait, nous le savions avant 2016, où le même fonctionnaire qui est assis dans son bureau est dans 4 missions différentes dont il perçoit les... Ça ne s'est pas arrêté au-delà de 2016 parce qu'il y a toujours... oui. Je pense que ça a quand même diminué parce qu'aujourd'hui, il y a un système informatique qui rejette systématiquement votre nom lorsque vous êtes déjà sur une mission. Et ce n'est peut-être pas encore la panacée, mais je pense que ça a fortement reculé. Vous voyez, donc ce genre de tricherie permettent aux fonctionnaires de l'État de se réaliser. Sinon, si vous devez vivre sur votre salaire de fonctionnaire, nous savons combien de personnes peuvent construire des maisons dans ce pays.
Donc, dans les pays développés, la fonction publique, c'est pour les gens paumés. La plupart des gens se tournent vers les fonctions libérales. Parce que c'est là où se trouve le bonheur. Chez nous, nous avons toujours cette mentalité. Parce que lorsque, dans notre formation, on ne met pas suffisamment l'accent sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons gagner en étant dans une profession libérale, mais tout le monde rêve d'être fonctionnaire. À ce jour, tout le monde rêve d'être fonctionnaire. C'est pourquoi je vous dis, nous avons tout ce qu'il faut. Ah oui? Sérieusement? Ce sont les politiques publiques. Ceux qui se sont laissés aller à, comment on dit, l'entrepreneuriat, ceux qui se sont investis dans le monde des affaires, ils se plaignent des impôts, ils se plaignent du harcèlement fiscal, ils ont des problèmes pour avoir des marchés, faire tourner leurs entreprises. On a beaucoup de difficultés quand on est, et ça appelle beaucoup d'énergie quand on est dans le privé. Et ça peut se concevoir que les jeunes n'aspirent qu'à aller dans la fonction publique. Parce que ça fait moins d'efforts. Oui. Et parce qu'entreprendre aujourd'hui, c'est un chemin de croix. Oui, on a 30 années devant soi. Entreprendre aujourd'hui, c'est un chemin de croix. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais moi, je décèle deux principaux handicaps. Ok. Le principal handicap, c'est que nous laissons nos jeunes embrasser des filières qui ne servent à rien. Comment ça? C'est-à-dire que nous avons des sociologues formés par milliers, des géographes formés par milliers, des historiens formés par milliers. Et dans ce gros vivier, on en a besoin. Dans ce gros vivier, il n'y a que quelques-uns qui poursuivent des études pour aller plus loin, parce que c'est seulement lorsque vous êtes un universitaire dans ces matières-là qu'en réalité, vous pouvez estimer que vous pouvez faire carrière. Mais la plupart, après la maîtrise, se retrouvent à ne plus rien faire parce qu'il leur faut impérativement un emploi et ils n'ont pas appris un métier dans lequel on se donne un emploi. Et que font les politiques publiques depuis quelques décennies? On prend ces géographes, ces historiens, ces sociologues, on prend ces juristes et on leur donne une formation de 3 mois pour dire formation à l'entrepreneuriat. Maintenant, quand vous êtes formé à l'entrepreneuriat sur 3 mois, il y a un financement que vous pouvez prendre et vous lancer. Résultat, les gens se cassent le nez parce qu'on ne devient pas entrepreneur en 3 mois. L'entrepreneuriat, ce sont des études aussi longues que des études de droit, aussi longues que des études de sociologie, moi, je crois que aussi longues que des études de géographie. Je crois que c'est de la pratique au quotidien, c'est l'engagement, mettons, à s'investir dans un domaine précis, à offrir un service précis. Non, si c'était le cas, vous verriez beaucoup de jeunes qui entreprennent réussir. Parce qu'il y a des fonds. Par exemple, aujourd'hui, les fonds pour aller faire de l'agriculture, il y en a tellement que c'est parce que les citoyens ne sont peut-être pas informés, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour injecter dans l'agriculture. Il y a beaucoup de garanties qu'il faut mettre sur la table aussi. Non, je ne crois pas. Non, ah oui? Non, les choses ont été véritablement allégées. Mais lorsque vous êtes un historien, un géographe, un sociologue ou un juriste... On ne va pas stigmatiser l'information non plus. Non, enfin, c'était des exemples que je donne. Oui. Parce que même quand on sort de là et qu'on dit que bon, on est entré dans les filières de profession... Banque Finance par exemple. Banque Finance par exemple, vous êtes 10 000 à avoir été formés et les banques n'en recrutent que 100. Et les autres, ils font quoi? C'est ça. Lorsque tout le monde est aujourd'hui en train d'avoir des masters à l'appel et que les services qui peuvent les absorber ne sont que très peu, c'est forcément des chômeurs conformes. Alors que, en réalité, l'idée qui était derrière les masters, c'est d'autonomiser les jeunes. Parce que le master, il est maître dans ce domaine de formation et il n'a besoin de personne pour l'employer. Il devrait être autonome. Si vous êtes master en banque finance, lorsqu'une banque vous propose du travail, vous devriez rejeter systématiquement en disant mais c'est pas possible. Ah non, il faut aller acquérir de l'expérience tout au moins. Parce qu'on est dans un secteur. Mais déjà, si au cours de votre formation, vous n'avez pas fait de stage, c'est que votre formation a été faite au rabais. C'est ça aussi. Lorsqu'au cours de votre formation, vous n'avez déjà pas été véritablement mis. Le master, c'est quelqu'un qui a la pratique. Ce n'est pas un théoricien. Donc, quelqu'un qui est formé au master, c'est un praticien. Et lorsque vous avez la pratique, quand vous êtes master, vous ne pouvez pas attendre qu'on vous donne un emploi. Si vous attendez qu'on vous donne un emploi, c'est que votre formation est un échec. Or,
Regardez autour de vous. Plein de masters qui attendent qu'on lance un concours de la fonction publique. C'est un échec. C'est un échec. Donc, il faut repenser la politique de l'emploi. Ça dépend des types de masters aussi, hein, parce que bon, des masters dans les filières qui sont difficiles à aider à avoir un emploi, que vous aviez cité d'ailleurs précédemment, de sorte à ce que justement, on a juste changé de nom au diplôme. On n'est pas passé d'une étape à une autre. C'est le même... C'est la théorie qu'on continue d'enseigner aux jeunes. La théorie ne vous fait pas gagner le combat de l'emploi. C'est la pratique. Ça, la faute, ce n'est pas non plus aux jeunes qui se fait former. Non. C'est plutôt les politiques publiques. Je suis d'accord, c'est bien de ça que je parle. Oui. Depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais conçu des politiques publiques, conçu un système éducatif qui forme des jeunes adaptés aux besoins d'emploi que nous avons. Et c'est pour ça que les jeunes, ils ont leur diplôme, mais bon, ils attendent qu'on leur donne un emploi. Et lorsque même vous leur donnez un emploi, ils sont obligés de faire carrière pour se stabiliser parce que dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez? Donc, il y a encore du travail et du chemin à faire sur la question de l'emploi. Parce que nous devons aller vers une autonomisation des jeunes. Il faut que les jeunes soient tournés vers l'avenir et aient le dos tourné à la fonction publique. La fonction publique, je vous ai dit, c'est pour les paumés. Dans un pays qui fonctionne, la fonction publique, c'est pour les paumés. Aux États-Unis, c'est l'heure de travail qui est payée. D'accord? Et vous verrez que dans la fonction publique, vous faites vos 8 heures, c'est 8 heures réglementaires, et vous rentrez chez vous. Mais ceux qui sont dans le privé, ils font 8 heures quelque part, ils quittent là, ils vont ailleurs, ils vont faire encore 8 heures. Et ils ont 2 fois plus d'argent que ceux qui sont dans la fonction publique. Donc personne n'a envie d'aller dans la fonction publique aux États-Unis. Mais c'est stressant, et est-ce qu'ils sont aussi efficaces? Et c'est pour ça que les États-Unis sont les premiers en matière d'économie mondiale. On dit que la Chine les talonne aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que la Chine les talonne. C'est la somme d'heures de travail qu'accomplit chaque citoyen. C'est ça. La somme d'heures de travail qu'accomplit chaque citoyen. Parce qu'il y a une agrégation de toutes ces heures de travail accomplies à l'échelle nationale, et ça fait booster le pays. Regardez autour de nous et dites-moi combien d'heures de travail nous accomplissons. Nous sommes tous dans la tricherie. Nous sommes tous dans la tricherie. Combien de gens travaillent effectivement pendant 8 heures? Combien de personnes travaillent effectivement? Et que font ces personnes? Que font ces personnes? Vous voyez, quand on rentre dans les détails, nous avons créé un Eldorado, un petit paradis pour les travailleurs. Nous avons créé les conditions pour que le travailleur ne soit pas obligé de travailler avant de gagner son salaire. Nous avons créé des conditions telles que le pays se présente un peu comme un pourvoyeur exclusif d'emploi. Et ça fait que aujourd'hui, pour faire les statistiques, on ne dit pas combien de jeunes ont pu se débrouiller pour se créer un emploi, mais on fait des statistiques en disant l'État a offert tel nombre d'emplois. Vous voyez bien que c'est une anomalie. Comment voyez-vous le travail justement, l'emploi au Bénin? Alors, l'emploi au Bénin... À quoi est-ce qu'il ressemble? Comment vous le voyez, comment vous l'analysez? Le travail qu'on offre aux jeunes aujourd'hui? Le travail qu'on offre aux jeunes d'aujourd'hui, en apparence, est précaire et essentiellement révocable. C'est en apparence? C'est en apparence. Comment ça? Parce que, je vous ai donné l'exemple des États-Unis, le travail est plus précarisé là-bas qu'ici. Comment? C'est-à-dire qu'on n'a pas offert plus de garanties aux travailleurs là-bas qu'ici. Si, parce que le travailleur là-bas, quand il a travaillé vraiment 1 heure de temps, il est payé vraiment 1 heure de temps, il a du matériel autour de lui pour travailler, mais en plus de ça, quand il a travaillé, je crois qu'il est même en mesure, si son employeur ne le paye pas à la hauteur telle que les tests le disent, de poursuivre son employeur devant la justice, d'avoir gain de cause, de se faire rembourser et même des pénalités pour l'employeur, etc. Ce qui n'est pas le cas ici, où on a l'impression que l'employeur, il est puissant que l'employé, il a tous les droits sur l'employé, l'employé n'est là que pour exécuter. D'abord, même il n'a même pas d'avis à donner. L'État qui est un gros employeur,
il est tout puissant aussi. On ne peut pas le poursuivre en justice malgré qu'il brime les travailleurs dans leurs droits parfois. Les travailleurs béninois n'ont pas le choix, principalement les jeunes. Et c'est ça qui est triste. Comment? Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils avaient le choix, je crois que tout le monde préférerait travailler à son compte plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un. Tout le monde a envie de travailler pour son compte, hein? Mais les conditions ne sont pas réunies. Ni du point de vue de l'employeur lui-même, qui n'a pas la capacité et la compétence, ni dans les conditions que l'État met en place pour favoriser l'épanouissement du travailleur. C'est pourquoi je vous ai dit c'est un tout. Et ça nécessite, à mon avis, que le 1er mai, on arrête de fêter et qu'on réfléchisse. Ça mérite vraiment que le 1er mai... À force de réfléchir à tout, on finira par se faire les cheveux gris. Parce que lorsqu'on réfléchit... des têtes chauves. Lorsqu'on réfléchit à continuer la routine, on n'en sortira jamais. Nous sommes dans la même routine depuis 1960. Où le travailleur est insatisfait, le panier de la ménagère est dégarni, alors qu'ailleurs, il ne tient qu'à vous de gagner le montant que vous souhaitez gagner à la fin du mois. Parce que c'est un nombre d'heures de travail. Mais ce système n'existe pas au Bénin. Qui nous empêche de créer ce système? Ah ben, les politiques publiques, les dirigeants, ceux qui nous... Voilà, c'est pour ça que je vous dis que le 1er mai, ce n'est pas un jour à s'asseoir et ce n'est pas un jour non plus de revendication pour les syndicalistes. Non, c'est un jour de réflexion pour tout le monde. Réflexion sur l'emploi. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti que dans les think tanks, on est proposé. Il y a eu des réflexions, des propositions même au début du régime de Patrice Talon pour améliorer les horaires de travail et aussi pardon, je dois dire la façon de travailler aussi et le rendement, je dois dire au niveau donc l'administration publique notamment, avec la multiplication et autres des agences autour des ministères. On a carrément dépouillé les ministères de leurs prérogatives et de leurs tâches pour finalement, mettons, créer des agences pour faire le travail. C'est aussi une approche et j'attends de voir votre analyse sur cette façon d'opérer, si elle a été efficace ou non. Alors, on ne peut pas encore évaluer. Ah mais ça fait 10 ans quand même qu'on y est. Non, ça ne fait pas 10 ans. Il y a des agences qui ont été créées même récemment encore. Oui, mais les toutes premières, ça doit remonter à 8 ans, ça doit remonter pratiquement à 9 ans. Si le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale dit que 2 millions d'emplois ont été créés, je suppose que quelque part, il y a un résultat qui est produit. On peut quereller le chiffre, hein? On peut parler, comme il dit lui-même, on peut quereller la matérialité des choses, mais s'il dit ça, c'est que quelque part, on a trouvé un peu il y a Glodigwe. Ce n'est pas l'Eldorado, mais c'est quand même des emplois. Glodigwe ne peut pas faire 2 millions non plus, hein? Non. Vous savez, quand on dit 2 millions, c'est quoi? Je suppose que c'est le nombre de petits emplois que chacun... C'est quoi? Les trucs temporaires qu'on a là, le petit qui creuse un trou ici pour aider à creuser un pont. C'est ça, parce que oui, on lui a trouvé un emploi pendant peut-être 2 semaines. Il a gagné de l'argent. Et ça lui a permis d'améliorer son quotidien. Vous voyez? Même si c'est pour 3 jours que vous avez un emploi quelque part pour creuser, que vous gagnez quelque chose. Ça a été fait, non? Et lorsqu'on a proposé aux personnes de venir travailler, il y a des gens qui étaient intéressés à le faire. Donc c'est un emploi peut-être de 3 jours, mais c'est un emploi. Donc on a une difficulté à s'entendre sur la définition même de l'emploi et du travail. Non, c'est pas... la définition est universelle. Mais je vous dis, l'emploi au Bénin est essentiellement précaire et révocable. C'est sur ça que nous devons travailler, pour que l'emploi soit l'apanage des jeunes qui sortent de l'université et qui se frayent un chemin dans la vie en se créant un créneau dans lequel ils opèrent toute leur vie. C'est très important. On ne peut pas sortir de l'université et attendre du travail. Avant de sortir de l'université, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on rêve de faire et on se donne les moyens de le faire depuis l'université. Et l'État formateur a également pris les dispositions pour que les jeunes qui sortent de là ne puissent pas être dans les difficultés d'adaptation à l'emploi. Regardez autour de nous.
Regardez le projet Songhai, qui est un projet intégré, qui nous séduit au point où nous vendons ça. C'est-à-dire nos chefs d'État vendent ça. Parce que c'est un modèle exceptionnel qui a été initié chez nous. Mais qu'est-ce que ça coûtait de véritablement travailler à ce que nous ayons des dizaines, des centaines, des milliers de projets Songhai? Imaginez que nous ayons ça. Vous n'avez pas idée de ce que nous aurons comme plus-value, de ce que nous aurons comme produit à exporter. Mais non, il n'y a rien. Ce modèle est resté unique et c'est le seul modèle que les chefs d'État qui venaient visiter. On est en train de travailler à multiplier. Dans un pays où il y a de la terre, dans un pays où il y a de la main-d'œuvre, dans un pays où les jeunes chôment. Ça ne se comprend pas. Donc, les rapports que nous-mêmes nous avons avec le travail sont des rapports à revoir parce que plus les années passent, plus les générations passent et moins on a envie de travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que lorsque vous entrez dans une nouvelle année, les gens n'hésitent plus à vous souhaiter très peu de travail pour beaucoup d'argent. C'est ça la mentalité. Oui, parce que le monde évolue dans le sens où on allège un peu, je dois dire, les conditions à l'homme. La science est là pour le faire, la technologie aujourd'hui. Croyez-moi, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. On facilite la vie. Croyez-moi, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que c'est dit. Ah oui? Non. Comment ça? Que Dieu vous donne d'occuper une place dans une fonction républicaine. Vous travaillez moins. Ou vous travaillez très peu pour ramasser un maximum. En fait, c'est ça. Ou que vous ayez on n'a pas tort de se souhaiter ou que vous ayez la possibilité de vous lancer dans le marché public. Vous voyez que les jeunes béninois ont tous créé des entreprises pour prendre des marchés de l'État. Oui, puisque le Bénin est essentiellement, mettons, à une économie essentiellement fiscale et tournée vers le service. Donc, ils n'ont que le service à offrir. Alors que le grand géant du Nigeria ne demande qu'à acheter nos produits et services. Le grand géant du Nigeria a tellement de potentiel que nous ne sommes même pas en mesure, si tout le monde travaillait 10 heures par jour, de satisfaire aux besoins. Comment on travaille alors à offrir des produits quand on sait que le contexte n'est pas bien fait, n'est pas bien préparé? Quelqu'un a dit, excusez-moi de peu, vous tournez quelque part, vous avez une touffe d'herbe quelque part, vous tournez, vous voulez uriner là, il y a au moins 20 personnes qui vont sortir de la route pour vous dire que là c'est pour leur arrière-grand-père, là c'est pour le papa, etc. L'insécurité foncière est là, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et même si dernièrement, l'État ou le gouvernement a fait l'effort, mettons, de voter des lois, d'installer des structures pour aider un peu à assainir ce domaine, il y a que c'est un gros bazar qui est encore là. Je suis d'accord avec vous. Et je suis bien content que vous ayez dit que depuis quelques années, il y a quand même un travail qui est fait pour qu'il y ait une sorte de sécurité foncière, de sécurité foncière du moins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tardé à réagir. Ça veut dire que ce qui se fait aujourd'hui aurait pu se faire il y a 40 ans. Il y a 50 ans. Parce que la terre appartient à l'État. Partout dans le monde, la terre appartient à l'État. Chez nous, c'est aux collectivités. Chez nous, la terre appartient à des collectivités qui s'en sont appropriées. Et la société a trouvé que c'était une bonne chose que ce soit les collectivités qui s'approprient des terres. Et même, vous verrez que pendant longtemps, les collectivités même ignoraient que les terres leur appartenaient. C'est peut-être il y a 20-25 ans que les collectivités ont commencé à se réveiller et à se rendre compte que les grandes étendues de terre qui les entouraient étaient à eux. Et il y avait des juges dans le pays qui les accompagnaient dans le processus qui consistait à aller s'accaparer de ces terres-là et à expulser même des personnes qui, avec tout l'argent qu'ils ont gagné dans leur vie, sont venus investir. Alors moi, je pense que si nous avons tardé autant à réagir, et que quand même quelque chose se fait aujourd'hui pour nous montrer que quelque chose aurait pu se faire, nous avons accumulé beaucoup de retard, mais ce que nous avons à faire est encore possible si nous savons au moins ce que nous avons à faire. Parce que c'est ça qui est important. Il faut savoir ce que nous avons à faire. Est-ce que nous le savons seulement? Le président Patrice Talon parle de créer des lycées techniques. C'est une approche.
Parce qu'un enfant qui sort d'un lycée technique... On verra les perspectives tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Mais voyons déjà ce qui a été fait ces 10 dernières années. Beaucoup de syndicats crient à la précarisation même, je dois dire, de l'emploi. Vous l'aviez souligné tout à l'heure, des lois qui ont été votées, etc. Qui ont fait un peu plus, je dois dire, le bonheur des employés des employeurs, pardon, que de l'employé. Et dans ce contexte-là, si le travail il est précarisé, si le jeune ne se sent pas en sécurité, vous n'attendez pas de lui d'offrir de la qualité, d'offrir quelque chose d'intéressant qui fasse grandir l'entreprise dans laquelle il travaille. Non, je pense que là, vous faites fausse route. Vous faites fausse route parce que gouverner, c'est aussi une question de responsabilité. Et nous sommes déjà dans une situation où il y a des milliers de jeunes chômeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas reprendre tous les chômeurs là et leur faire reprendre un cursus scolaire et universitaire. Ouais. Ils sont déjà dans la situation où, bon, on est obligé de les employer vaille que vaille. N'est-ce pas? Ceux qui sont dans la fonction publique ont les avantages qu'ils ont, auxquels ils s'accrochent, même au détriment parfois de ceux qui doivent entrer dans la fonction publique. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État crée Glodibé, dans l'espoir que Glodibé, au bout de quelques décennies, va pouvoir absorber une importante quantité de main-d'œuvre. Mais pour que Glodibé fonctionne, ce n'est pas des nationaux qui viennent. Ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs investir leur argent. Si ces personnes n'ont aucune garantie, elles n'investiront jamais. Mais ce n'est pas en paupérisant, c'est comme ça partout dans le monde où on a créé des pôles d'industrialisation. C'est comme ça, c'est la condition pour que les gens viennent. Et l'État, en toute responsabilité, pour ce que je suis en train de comprendre en observant les choses, l'État, en toute responsabilité, se dit, au lieu d'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 jeunes qui sont à la maison, qui recherchent un emploi précaire, parce que les émigrants, on en est arrivé à considérer que les émigrants ont un emploi. Conducteur taxi-moto. Taxi-moto a un emploi. Donc, si les jeunes se mettent à rechercher des emplois, ne serait-ce qu'à de ce niveau-là, on peut créer des conditions pour qu'ils en aient. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les Martiens qui sont à Glodibé, ce sont des centaines de jeunes qui sont là-bas, qui peuvent peut-être se plaindre de ce que les choses ne sont pas aussi roses qu'elles devraient l'être, mais ils ont un emploi et ça leur permet de se programmer, ça leur permet d'exister même en tant qu'homme. Et ça, c'est très important. Donc, c'est quand même mieux d'avoir des jeunes qui ont cet emploi précaire que d'en avoir qui n'ont aucun emploi et qui constituent un véritable problème dans la société. C'est un choix cornélien, mais c'est un choix qu'il fallait faire. On ne peut pas cultiver le sentiment chez les jeunes qu'il n'y a absolument rien à faire. Et si vous allez à Glodibé, vous verrez que les jeunes acquièrent un savoir-faire véritable. Vous verrez que les jeunes travaillent. Ce n'est pas comme dans la fonction publique où on peut manipuler son téléphone pendant 1 heure sans que personne n'ait rien à dire. Si l'employeur a mis les conditions, je ne peux pas s'ennuyer au travail. C'est pour ça que je vous dis que vous n'y êtes pas du tout quand vous pensez qu'il n'y a pas les conditions pour que les jeunes travaillent véritablement. Non, quand vous allez à Glodibé, c'est une véritable organisation où les jeunes travaillent effectivement à acquérir des notions que personne ne leur a jamais données à l'école parce que les champs de technologie fait que aujourd'hui vous voyez des jeunes à Glodibé qui accomplissent des choses. Oui, mais les tests font qu'on a l'impression que l'emploi est transformé en une galère. Et vous ne verrez nulle part. Une galère où, mettons, c'est des bétails qu'on fait travailler à longueur de journée et qu'on peut renvoyer pour un oui ou pour un non. Les tests, ils sont là et sans indemnité. On dit même qu'on peut renvoyer quelqu'un sans vraiment une raison évidente, juste à lui payer ces 3 mois, mettons quoi, de dommages, et puis ça y est, il s'en va. Comme ça, on ne sécurise pas le jeune et il n'a pas envie de travailler parce qu'il sait qu'à tout moment, on peut le renvoyer avec 3 mois de salaire dans la poche. La sécurité du travail façon papa, fils à papa, ça n'existe plus. Nulle part dans le monde, ça n'existe plus. Nous avons cultivé l'esprit socialiste. Même quand nous sommes entrés en démocratie, du point de vue de l'emploi, nous avons continué de cultiver l'esprit socialiste. C'est d'abord social, le travail. Mais dans une république que nous disons nous-mêmes de démocratie libérale,
il n'y a aucune sociabilité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour la sociabilité dans le monde du travail. Parce que c'est un monde d'économie libérale. Donc le capitaliste qui s'installe ne fait pas de social. Il doit avoir la garantie que celui qui l'engage doit lui en donner pour son travail. Et celui qui travaille doit savoir que autant tant que son employeur est satisfait, son emploi est garanti. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que l'employeur est content de vous, vous montez, vous montez, vous montez. Mais si l'employeur n'est pas content, rien ne l'oblige à traîner un boulet. Et puis être content et se libérer de vous, hein, parce que... S'il se libère de vous, ce n'est pas dans son avantage. Ah oui, c'est dans son avantage parce que... C'est pas dans son avantage parce que lui... Plus vous avez passé des années auprès de... Enfin, dans son entreprise, plus vous gagnez certainement en salaire, vous montez en salaire, vous montez en grade, ou je ne sais pas trop quoi, et donc beaucoup d'intérêt. Il préfère vous renvoyer, céder votre salaire en 3 ou 4 parties et recruter 3 ou 4 jeunes, peut-être inexpérimentés, qu'il va continuer à former pour... Si vous avez véritablement cumulé de l'expérience et de la valeur, vous ne devrez même pas vous inquiéter d'être viré. Pourquoi? Parce que vous retombez tout de suite quelque part. Mais il n'en existe pas, justement. Mais il y a combien de Glodjigbe au Bénin? Non, s'il n'en existe pas, vous avez acquis un savoir-faire à Glodjigbe. Pendant 20 ans, pendant 15 ans, même pendant 10 ans. Vous avez acquis un savoir-faire. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas attendre que l'État vienne vous employer. Et il y a une chose aussi qu'on ne nous apprend pas suffisamment. C'est que nous ne travaillons jamais en équipe. Les autres viennent investir à Glodjigbe et nous emploient. Mais nous, Béninois, nous ne pouvons pas investir pour employer les nôtres. Pourquoi? Parce que les Béninois n'aiment pas travailler ensemble. Ils n'aiment pas... On aurait dû avoir des coopératives de jeunes qui fourniraient des résultats plus probants. Vous imaginez les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont du mal à décoller. Vous ne verrez pas de coopérative de jeunes entrepreneurs qui prospèrent. Moi, je n'en connais pas. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Il faudrait qu'on en arrive à créer des coopératives, que les Béninois puissent travailler ensemble. C'est très important. Mais notre mentalité même ne s'accommode pas de ce travail en coopérative. C'est-à-dire que si vous donnez l'argent à un seul Béninois pour investir et employer 200 autres Béninois, l'entreprise a des chances de prospérer. Mais si vous mettez 200 Béninois ensemble et que vous leur donnez l'argent pour qu'ils prospèrent ensemble, il n'y a aucune chance. Évidemment, parce que ce n'est pas un grand groupe qui crée, enfin, ce n'est pas un grand homme qui crée justement les grandes choses. Il faut, enfin, moins on est nombreux, et plus facile on avance en entreprise. C'est une mentalité rétrograde, parce qu'ailleurs, plus on est nombreux, plus on rit. Ailleurs, plus on est de fous. En entreprise? Plus on rit en entreprise. Ah oui? Ah oui. En entreprise. Moi, je connais des entreprises qui sont... D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des coopératives en Europe qui sont des multinationales. Ce sont des coopératives. Des gens qui sont dans le lait, dans la viande, dans l'agriculture. Ce sont des coopératives. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas emblaver 500 hectares. Tout seul, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe sur une étendue aussi grande. Tout seul, vous ne pouvez pas assurer la productivité, le fonctionnement et la rentabilité d'un grand espace. Donc, si vous êtes en coopérative, vous pouvez prendre des risques et vous pouvez, de toute façon, gérer avec plus de responsabilité parce que une entreprise, ça suppose qu'on se marque à la culotte et qu'on fait les choses convenablement. Donc, le fait qu'il n'y ait pas possibilité de s'associer en communauté et en créant des coopératives, c'est un véritable handicap aussi dans le monde du travail parce que une grande entreprise qui emblave 500 hectares, vous imaginez combien de Béninois seront employés? C'est ça. Donc, si nous ne voyons pas les choses de cette façon, si nous ne voyons pas les choses aussi grandes, et que même si nous formons 10 000 techniciens dans nos lycées dans les 5 prochaines années, et que ces techniciens-là doivent
avoir des emplois individuels, nous n'aurons toujours pas réglé le problème. Justement, quelle approche aujourd'hui? On avait commencé à évoquer la solution des lycées techniques. Tout le monde ne peut pas aller dans un lycée et se faire former. Et se faire former dans un lycée ne donne pas forcément un emploi. Se faire former dans un lycée ne devrait même pas véritablement, a priori, viser un emploi. Ah ouais? Ça doit viser l'auto-emploi. Ça doit viser l'auto-emploi. Et ce que nous devons parvenir à faire dans les prochaines décennies, c'est d'avoir plus de Béninois qui sont dans l'auto-emploi et qui ne se préoccupent même plus de savoir s'il y a des emplois à prendre dans la fonction publique. Comment on y arrive? Les lycées, ça va? Comment? J'ai vu des propositions d'ouverture de centres de formation, notamment dans des domaines assez insolites que le gouvernement a proposé. La gestion, par exemple, je dois dire, dit comme ça, hein, des cadavres, etc., pour en créer un marché, parce qu'un marché existe justement autour des cadavres chez nous. La formation pour bien traiter, etc., etc. Ce sont des offres assez insolites que propose l'État, mais tout le monde ne va pas maltraiter un macabé pour gagner son salaire. Non. Mais il y a assez de terre pour occuper tout le monde. Il y a assez de possibilités de transformer les produits du cru pour occuper tout le monde, parce que l'objectif à terme, c'est que nous devons manger ce que nous produisons et pas en importer. Nous devons nous habiller avec ce que nous produisons et pas en importer. Nous devons bâtir nos maisons avec ce que nous produisons et pas en importer. Nous devons transformer notre environnement et notre cadre de vie à partir de ce que nous produisons et pas à partir de ce que nous importons. Donc l'objectif, c'est d'aller vers zéro importation et produire ce dont nous avons besoin. Vous voyez que de ce point de vue, quand on regarde les choses de ce point de vue, il y a encore du chemin à faire et nous n'avons même pas encore suffisamment de main-d'œuvre si on met tous les chômeurs au travail. Beaucoup de chômeurs parce que cela appelle non seulement de l'intelligence, ça appelle aussi de la projection, ça appelle un travail patient et profond, et là c'est compliqué. Oui, mais ce sont les politiques publiques qui doivent avoir des objectifs, avoir une planification et proposer aux jeunes des formations qui les formatent à vivre autrement que nous le faisons aujourd'hui et à avoir une vision de l'avenir autre que celle que nous avons aujourd'hui. Il faut que les jeunes voient ensemble dans la même direction, qu'ils regardent ensemble dans la même direction, travaillent ensemble dans la même direction et que surtout tout le monde sache dans quelle direction nous allons et quelle est la destination. C'est très important. Monsieur Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne fête du travail à vous.